Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui faire le point sur l'inflation. Donc on va regarder la définition de l'inflation ainsi que celle de tous ses cousins, déflation, stagflation, fellation, on va tous les voir. Et ensuite on va regarder un petit peu quelles sont les implications de l'inflation au quotidien, surtout en cette période assez compliquée. Et puis on fera même un petit tour dans le passé, on va regarder un petit peu ce qu'elle a causé, ce qu'elle a eu comme conséquences par le passé à travers notre histoire tout simplement. Et juste avant qu'on démarre, j'aimerais vous faire deux annonces. La première, c'est de remercier Marc Raffard, big up à toi, je te remercie. Ma dernière vidéo, tu l'as intégrée sur l'un de tes derniers webinars, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir. Et également remercier un fonds suisse, donc Rinsura, basé donc vers Lausanne, qui m'a proposé d'intégrer ma chaîne YouTube dans le feed d'actualité de leur site internet. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci à vous, merci pour votre confiance, et c'est parti, let's go, c'est par là. Donc on va avoir 6 éléments: la définition de l'inflation, de l'hyperinflation, de la stagflation, de la déflation et de la désinflation. Non, ça en fait 5, il en manque un. Ah oui, la fellation, bah oui forcément, excusez-moi. Donc l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation des prix. L'hyperinflation, c'est la même chose mais en beaucoup plus brutal. Une forte augmentation, une brutale même augmentation des prix, ce qui forcément défonce notre pouvoir d'achat, et ça sert à rien de le dire. La stagflation, c'est un petit peu plus compliqué. C'est, on va dire, une croissance économique qui est flat, pas loin de zéro, un peu comme la France, avec 1,5% depuis 2008. Avant ça, elle était à 3%, ou les États-Unis, où elle était à 6% avant 2008, elle est passée à 3% depuis. Et donc voilà, elle est au ras des pâquerettes. Donc on a un chômage qui est élevé, et en plus de ça, on a de l'inflation. Donc c'est le tir c'est gagnant, si vous voulez. Alors, la désinflation, c'est ce qu'on vient de traverser depuis quelques jours, c'est un ralentissement de la croissance des prix, donc une baisse de l'inflation. Et la déflation, c'est la situation idéale, j'ai envie de vous dire, où on a une baisse, une augmentation du pouvoir d'achat qui se traduit par une baisse continue et durable des prix. Donc ce qu'on connaît certaines par période. Et là, on n'y est pas du tout. Ah oui, c'est vrai, le dernier, je vous l'avais dit, c'est la fellation. Merci Guy, merci Jackie, Michel, là, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Et sinon, vous allez vous le taper sur Google et vous verrez par vous-même. Donc en seconde partie, on va voir quel est l'impact au quotidien de l'inflation. Quelles sont ses conséquences? Pourquoi est-ce que je vous parle d'inflation? La véritable question, c'est pourquoi pas? Non, mais blague à part, c'est qu'en fait, on a changé tant de fois la méthode de calcul qu'on n'y est pas du tout. En réalité, on est plus proche d'une inflation à 17% que d'une inflation à 5%, comme on veut bien nous le faire annoncer, sachant que là encore, on dilue les chiffres, histoire d'empêcher les marchés de s'exciter dans tous les sens. C'est un véritable problème. Pour comprendre le mécanisme du calcul de l'inflation, on va y venir. Les banques centrales et les instituts tels que l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui passent son temps à changer les chiffres pour toujours rester un petit peu dans les clous, alors qu'en fait ils sont toujours légèrement borderline. En fait, lorsqu'on parle d'inflation, en fait, on parle de ce qu'on appelle d'un panier d'agrégats. Et c'est ce panier d'agrégats qui va servir à calculer le taux d'inflation. Ce qui me dérange, c'est ce qu'il contient. Donc qu'ils contiennent de la bouffe, c'est normal, donc tout ce qui est céréales, farine, de l'eau, du lait, des œufs, de l'alimentaire, tout simplement. Ça, c'est tout à fait normal, c'est la base même du panier de l'agrégat, historiquement parlant. Mais qu'on rajoute de la vente par correspondance, de l'IFI, de la téléphonie, du ferroviaire, de l'informatique, on n'est pas en train de consommer. Je vais pas tous les jours lorsque je fais mes courses tous les mois, une fois par mois lorsque je fais mes courses chez Carrefour. Je sais que beaucoup ils vont aussi une fois par semaine faire des petites courses, mais à chaque fois qu'on y va, on n'est pas en train d'acheter un nouveau téléphone. On en achète un une fois par an, tous les 2 ans ou 3 ans, selon qu'on les cassé avant ou pas, ou selon qu'on n'arrive même plus à faire une mise à jour sur Samsung parce que ça marche plus, c'est trop obsolète. Ouais. Donc comme on n'est pas en train d'acheter un téléphone régulièrement, même si le marché en soi est important, le mettre dans le panier d'agrégats ne sert qu'à une chose finalement, c'est diluer en fait le niveau de l'inflation. Et donc quelque part on masque le réel coût la réelle augmentation. C'est ça qui me dérange dans ce panier d'agrégats. Donc on va prendre un exemple, ce qu'on appelle le panier moyen de la ménagère.
On a Fatima, on a Miley, pas Cyrus, mais Miley, on a Selena, trois petites nanas qui vont faire leurs courses habituellement chez Walmart. En 2018, elles y vont, elles payent 600$ le panier, le quasi de leurs courses avec leurs produits alimentaires dont elles ont besoin tous les mois. Et on va prendre Selena. Selena, elle revient en 2021 et elle se tape un caddie, le même caddie avec la même quantité de produits. D'un seul coup, il y en a pour 900$. Donc on a juste sauté dans le temps, mais même en 2019 c'était pareil, c'était toujours autour des 600$. Et là elle est passée à 900$, plus 50% d'augmentation. Si l'inflation n'est que de 5%, comme l'a dit Powell, c'est quand même bizarre, parce que 5% de 600$, ça fait 30$, donc elle devrait payer 630$. Et même si on tient compte de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'inflation elle est plus autour des 17% que des 5%, bah en fait on est quand même à plus de 50% d'augmentation de son panier. Et donc, elle ne comprend toujours pas ce qui se passe, sachant qu'elle a quand même fait des cours d'économie comme on l'a tous fait, on a brièvement vu les définitions, l'inflation ça parle pas à tout le monde, mais de base on se dit, bon, allez, 5% d'inflation c'est quoi? C'est 5% plus cher, c'est ça? Bon, 5% plus cher c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Eh bien on va voir pourquoi, est-ce que c'est important, pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité? Tout d'abord, c'est simple, quand on dit qu'à 5% d'inflation, elle est diluée sur l'ensemble, sur le panier d'agrégats que je vous ai dit. Mais c'est pas, on n'a pas 5%, on ne fait pas plus 5% sur les œufs, plus 5% sur les maisons, plus 5% sur les billets de train et plus 5% sur le prix des voitures. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a des secteurs, comme il y a des produits qui vont être beaucoup plus fortement impactés que d'autres. Donc c'est une question, c'est une moyenne finalement. L'inflation, quand on dit qu'elle est de 5%, c'est de manière générale, on homogénise et ça donne 5%. L'explication vient également du côté pervers de l'inflation. Prenons un exemple, celui du bois. C'est quelque chose d'assez parlant en ce moment parce que la valeur du bois n'arrête pas d'augmenter en ce moment. Et prenons l'exemple du producteur finalement qui a le droit d'exploiter une forêt, on va dire, il dit découper le bois selon un certain quota. Il entend parler de l'inflation. Pour lui, c'est important de surveiller les marchés parce que quand il vend son bois, il le vend au prix du marché. Plus celui-ci monte, plus il est content. Et plus il baisse, moins il est content parce qu'il doit découper plus de bois pour le coup. Et pour le coup, il entend dire qu'il y a de l'inflation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ralentir son outil de production. En ralentissant son outil de production, c'est donc le côté pervers, et bien le prix du bois va augmenter. Le prix du bois va augmenter, ce qui veut dire que ça va toucher à tous les secteurs d'activité, de la maison en bois au petit meuble en bois, ou l'inverse, du petit meuble en bois jusqu'à la maison en bois, et beaucoup de maisons en bois aux États-Unis sont construites. Et ce qu'il y a, c'est que quand les particuliers vont également acheter une maison, il n'y en a pas beaucoup qui ont été construites. Et en plus, elles sont beaucoup plus chères que d'habitude parce que la matière première pour les construire, donc le bois, son cours s'est envolé. Et il y a par contre beaucoup de demandeurs parce que les taux sont très faibles en ce moment. À cause de la crise du coronavirus, c'est super. On peut emprunter à taux nul, voire quasi nul, pour pouvoir devenir propriétaire. Donc on a un débordement de la demande et une offre très limitée. Et en plus de ça, on a également des producteurs qui ont ralenti leur outil de production pour faire en sorte que l'offre soit encore plus limitée. Forcément, la valeur des maisons en bois explose. Donc là maintenant, vous êtes en train de réaliser ce qui se passe. Et ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui se réplique à tous les secteurs d'activité confondus. On a en France typiquement un chantier sur 3 qui est sur le point de s'arrêter faute de moyens, parce que finalement quand on établit un business plan pour construire un bâtiment et qu'on y met une certaine somme d'argent, si entre temps on le fait sur la base sur la base des cours des matériaux. Mais si ceux-ci s'envolent, finalement on sort carrément du cadre et pour derrière retrouver ses vies ça devient compliqué. Et on n'a pas forcément les moyens pour finir le chantier, donc on est obligé de mettre à l'arrêt les salariés, en plus de mettre à l'arrêt le chantier en attendant que les prix dégonflent, tout simplement. Que ce soit la viande, les micropuces, en fait, ce que je viens de vous expliquer se décline à l'infini, j'ai envie de dire, sur l'ensemble des secteurs d'activité qui existent, finalement. Donc c'est ça le côté pervers de l'inflation, finalement. Donc nous passons de 5% officiellement selon Powell, suppositoire selon moi, à 17% selon le panier d'agrégats et à 50% sur le caddie, sur le panier moyen de la ménagère quand on va faire ses courses. D'ailleurs, Powell ne peut plus continuer à faire l'autruche bien longtemps, ni la BCE d'ailleurs, sans que cela n'entraîne des conséquences beaucoup plus graves pour l'économie. La première, c'est de se dire qu'il est incompétent, et le deuxième, c'est que le réveil sera beaucoup plus brutal. Parce que plus on attend longtemps, plus les taux lorsqu'il le relèvera, seront
important. Et plus les taux seront importants, plus cela risquerait d'engendrer une récession pour nos économies. Parlons maintenant de l'inflation des salaires. Les salaires, depuis l'introduction de l'euro en 1998, ont progressé en euros constants de plus 0,59% par an. En 22 ans, plus 0,59% par an pendant 22 ans, ça ou rien, c'est pareil. A contrario, on a les produits de première nécessité quand on va faire nos courses au supermarché, qui eux ont progressé sur ces 12 derniers mois, sans parler de la crise de 2008, ont progressé donc sur ces 12 derniers mois de 24% pour le lait, plus 100% pour les huiles, 26% pour les céréales, 58% pour le sucre. Et c'est pas fini. On a les producteurs qui subissent l'inflation et demandent à ce que les prix augmentent à minima de 9%. Alors ça c'est la moyenne générale. Ce qui signifie, pour le traduire, c'est plus 50% sur le prix actuel de l'huile qui a déjà monté de 100%. Ce qui signifie que la viande, il faut encore y ajouter 8%, ou encore 5 à 6% pour le café et le thé, 11% de plus pour le lait. À un moment donné, on n'est pas des vaches à traire, quoi. Donc là, je pense que vous y êtes, la moutarde est en train de monter. Et pour ne pas vous faire peur, on n'est qu'à 31% d'augmentation de façon générale. Et ça, c'est sans que je ne vous ai parlé du coût des fruits, des légumes au rayon frais. C'est encore pire. Donc là, on passe. On va faire un petit voyage juste à la frontière avec nos voisins helvètes. Ce qui est dérangeant quand on regarde ce qui se passe avec l'inflation et qu'on essaie de nous cacher, j'ai envie de dire, quand on regarde les chiffres officiels, c'est que en termes de parité de pouvoir d'achat, on est équivalent aux Suisses. L'ennui, c'est que le Suisse, lui, son salaire moyen, il est à 5 600 €, là où le nôtre est à 2 424 €. Soit le nôtre est 2,35 fois plus faible que le leur. Mais on est au même niveau en termes de parité de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais littéralement, on se fait tomber. Je vous ai parlé de l'effet pervers de l'inflation. En fait, il y a maintenant le double effet qui se coule, parce qu'il y a le côté pervers du côté industriel, mais également du côté du petit peuple travailleur que nous représentons en allant travailler pour avoir nos salaires. Et finalement, on se décide à se lancer dans un projet immobilier. Et justement, parce que les taux sont bas, on va absolument en profiter pour être certain d'avoir très peu à rembourser à la banque finalement. De la même façon que pour le bois, typiquement, on retient, on ralentit l'outil de production pour faire monter mécaniquement la valeur des maisons. Il y a aussi les acheteurs qui vraiment sautent dessus sur la première maison qui passe pour l'acheter, parce que tant que les taux sont bas, on s'en fout de ce qu'il y a, on visite même plus, on cherche juste à être propriétaire d'une baraque pour pouvoir s'assurer une bonne rente par la suite, voire une retraite selon le profil de la personne à ce moment-là, au moment de son achat. Donc, mécaniquement, on fait gonfler cette bulle de l'immobilier. Et elle est vraiment bien gonflée. Ce qui fait qu'à un moment donné, forcément, c'était comme en 2008, ça va redescendre. Et ça va faire mal. Nous voici donc sur la troisième et dernière partie de ma vidéo, où nous allons aborder un petit peu les faits les plus marquants, on va dire, qui concernent l'inflation ou l'hyperinflation, et qui donc, d'ailleurs, ont engendré un crash des marchés en leur temps. Sans passer par la crise des tulipes qui donc, j'ai jamais compris, à cette époque-là on pouvait, pour quelques bulbes de tulipes, devenir propriétaire d'une maison. Donc, derrière on plante la graine, la tulipe pousse, on la découpe parce que ça fait un joli bouquet, puis derrière on la jette, ça ne vaut plus rien vu que la plante est morte. Et il y en a qui ont gagné des maisons avec ça, c'est juste assez hallucinant. Donc on va directement faire un petit saut dans le temps, on va aller en 1796, en France, en août. Donc c'était en août prochain, là ça fera 225 ans. Et donc à 225 ans, on va dire qu'on a eu un taux d'inflation mensuel de 304%, avec un taux quotidien de 4,77% d'inflation, ce qui a entraîné la faillite de la France, en tout cas la faillite à hauteur des 2/3 de sa dette à l'époque. Plus récemment, en 1918, donc vous me direz c'était il y a 103 ans, en Allemagne, on a eu de l'hyperinflation. Donc il fallait une brouette entière remplie de marks, donc la planche à billets qui travaillait jour et nuit. Il a fallu d'ailleurs charger la valeur des billets à l'époque pour pouvoir avoir de quoi s'acheter. Donc avec une brouette, on pouvait à peine s'acheter une baguette. Il fallait peut-être 2 brouettes pour s'acheter un paquet de cigarettes. Et encore, fallait-il avoir le temps d'avoir l'argent, puis courir chez l'épicier pour pouvoir avoir le temps de faire son achat. Sinon, ça pouvait passer à 3 brouettes. Une période catastrophique, et ça a d'ailleurs été un tel traumatisme pour l'Allemagne. Donc bon, le contexte
Et le suivant, hein, on était en 1918, on venait de sortir de la Première Guerre mondiale, la France et la Belgique ont demandé réparation à l'Allemagne qui a refusé, en fait une partie de l'Allemagne a refusé, donc il a fallu aller se servir directement avec tout ce qu'ils trouvaient, hein, c'est-à-dire les usines, les véhicules, enfin tout ce qu'ils trouvaient, ils passaient quoi, pourvu que ça permettait à la France et à l'Allemagne de récupérer les dommages et intérêts causés par les Allemands qui les ont donc attaqués lors de cette Première Guerre mondiale. Et également on a eu la grippe espagnole. Donc aujourd'hui on a le Covid, hein, vous me direz c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de grande différence. On va aller un petit peu plus loin dans le temps avec la Grèce en 1944 qui a eu un taux d'inflation de 13 800%. 13 800%. Mais j'ai encore plus fort, on va y venir. Et donc le taux quotidien de la Grèce a été de 17,9%. Ce n'est pas rien. Donc 17,9% par jour pour à la fin arriver à 13 800% d'inflation. C'est énorme. Mais vraiment, on va arriver sur le pire. Alors celui-là, je vais essayer de le dire, c'est pas sûr. En Hongrie, en juillet 1946, un taux d'inflation de 4 190 milliards de milliards de pourcents. C'est énorme. Et ça a duré 11 mois. C'est-à-dire qu'on a eu un taux d'inflation par jour de 407%. Je ne sais pas si vous imaginez. 4 milliards 190 millions de milliards. Vous me direz hein, si je l'ai bien dit ou pas. Mais normalement, il ne manque pas de zéro là. Là, on a vu le pire, très clairement. Maintenant, on va avancer dans le temps. En 1994, avec la Yougoslavie, qui, elle, a eu un taux d'inflation de 313 millions de pourcents, avec un taux quotidien de plus de 64%. Donc là, c'est pas aussi grave que la Hongrie, mais c'est quand même, c'est pas rien, 313 millions de pourcents. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors les chiffres sont quand même hallucinants, parce qu'on a quand même le Zimbabwe également. En novembre 2008, le taux d'inflation était quand même assez impressionnant. 79 600 milliards, précisément, 79 600 milliards. Je vous laisse compter les zéros, mais normalement c'est bon. Hein. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais 79 600 milliards, ouais c'est ça. Avec un taux quotidien de hausse de 98%. C'est ça ou rien, c'est zéro. Quoi. La monnaie ne valait vraiment plus rien. Au moment où je vous parle, au Venezuela, on a une inflation de plus de 2000%, avec un effondrement de la monnaie de 96%. Autrement dit, elle ne vaut plus que 4%, elle ne vaut plus rien du tout, du tout, du tout. Il y a également deux événements dont j'aimerais vous parler qui ont été orchestrés par la CIA tout simplement, qui ont consisté à faire ce qu'on appelle un hélicoptère monnaie. Donc autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, on fait un virement numérique, donc de l'argent imprimé par les banques centrales, ou typiquement la Fed aux États-Unis, tel que vient de le faire tout récemment avec ses concitoyens, dans le but de relancer la consommation et donc de facto la croissance. Hein. Et donc la CIA a fait ce qu'on appelle un hélicoptère fausse monnaie cette fois-ci. Donc l'hélicoptère monnaie, le principe c'est de passer au-dessus d'une ville, au-dessus d'un village et de lâcher des sacs d'argent pour que le peuple puisse se servir et donc avoir de l'argent frais, on va dire, à disposition et d'aller le dépenser. Donc forcément de stimuler la consommation et donc encore une fois la croissance. Et là, elle a fait avec du faux argent pour déstabiliser une économie et un pays. Et donc elle a utilisé le même principe donc pour larguer des sacs pleins de faux argent. Et forcément, cet argent s'est retrouvé à inonder les marchés, ce qui a complètement dévalué la monnaie locale. Donc là encore, elle a créé de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Donc pays d'Amérique latine, pays d'Afrique concernés, donc le Libéria, il me semble, au moment où je vous affiche l'information juste ici, à vérifier, parce que je n'ai pas retrouvé la date. Mais voilà, ça a été fait. Les mécanismes qui créent de l'inflation sont nombreux. Elles peuvent être mises en place tout seuls ou volontairement, et de manière isolée ou de manière combinée. Donc le plus connu, j'ai envie de dire, hein, c'est la guerre. Forcément, la guerre détruit un pays, détruit une économie, et il faut reconstruire cette économie pour pouvoir être capable de rembourser la dette, en plus de réparer les dommages causés à son territoire. Et également la baisse du PIB. Si le PIB est divisé par 2 et que les dépenses sont constantes, forcément on a de l'inflation. Également une production contrôlée, ça on l'a vu également, hein, je vous en ai parlé en seconde partie, donc quand on a regardé ensemble l'impact, les conséquences du ralentissement d'un outil de production
de manière volontaire ou pas, mais ce qui à la fin contribue à faire exploser le cours d'une matière première. Donc forcément, la production contrôlée peut être responsable de l'inflation, et d'ailleurs est responsable de l'inflation. Également, les politiques de sanctions qu'on mène, je prends l'Iran vis-à-vis de son pétrole, ou de la Russie, ce sont des sanctions qui peuvent effectivement faire exploser le cours d'une matière première, ou le faire baisser d'ailleurs, tout dépend de ce qui est saisi dans la sanction. Et également la planche à billets, et celle-là vous la connaissez très bien parce qu'on l'a utilisée tout au long de cette crise, tout au long de cette pandémie de Covid-19. Donc ça y est, vous y êtes là, vous m'avez suivi, vous avez bien compris ce qui se passe. Maintenant je pense que c'est bon, vous êtes super énervé, en plus vous avez carrément tout compris sur l'inflation et même sur la déflation. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo, ciao ciao.